Tu es la seule responsable de ce qui t'arrive, hein. Tu fais pas assez d'efforts. C'est à se demander si tu as un cerveau. Le terme pervers narcissique, on le trouve un peu partout, on l'emploie couramment pour parler d'un collègue, d'un patron, d'un conjoint, mais ça s'emploie aussi au féminin, donc pour parler d'une femme. Si on s'intéresse à la juxtaposition des deux termes pervers narcissique, c'est Paul-Claude Racamier, c'est un psychiatre psychanalyste qui a été le premier finalement utilisé cette terminologie. La pathologie du pervers narcissique a été décrite la première fois par Racamier dans un article de la Revue française de psychanalyse en 1986 sous le titre « Entre agonie psychique, déni psychotique et perversion narcissique ». Par la suite, d'autres auteurs se sont évidemment intéressés au concept de pervers narcissique, comme par exemple Alberto Heger et son livre Le pervers narcissique et son complice. Il y a aussi Charles Bouchoux, dont on va beaucoup parler dans cette vidéo. Enfin voilà, et puis il y a tout un tas d'autres auteurs que vous trouverez dans la description, dans la biblio que je vous propose. Pour Racamier, le pervers narcissique est un pervers qui s'aime trop. Le trop nous indiquant qu'on est bien dans le champ de la psychopathologie. Toujours pour Racamier, le pervers narcissique est incapable de faire preuve d'empathie, de faire preuve de culpabilité. Il ne reconnaît pas l'autre, il ne sait pas aimer, il ne peut pas prendre soin d'un autre et donc il ne peut pas respecter l'autre. Mais alors attention, si on suit la pensée de Racamier, il faut distinguer la notion de mouvement pervers narcissique de la perversion narcissique. Le mouvement narcissique est une façon organisée de se défendre des douleurs et des contradictions internes et de les expulser pour les faire couver ailleurs, tout en se survalorisant. Tout cela aux dépens d'autrui et non seulement sans peine, mais avec jouissance. Alors autant dire qu'on est tous potentiellement des pervers narcissiques dans certaines circonstances de la vie douloureuses et où particulièrement notre narcissisme serait mis à mal. Par exemple dans le cadre d'un deuil, de situations très conflictuelles ou des moments de crise existentielle, on va dire. Pour être clair, perversion veut dire ici prendre plaisir à l'instrumentalisation de l'autre, voire jouir de sa destruction. Mais gardons à l'esprit que ces phases sont temporaires et liées à des situations critiques d'un individu. Ces phases sont très différentes de la perversion narcissique, nous dit Racamier, qui représente, elle, l'aboutissement et la destination du mouvement pervers. Et donc, dans le cas de la perversion narcissique, on est face à un fonctionnement organisé, un mode relationnel établi, et non plus un simple mouvement. Ah, mais moi je l'aime, ce Racamier. Vous pourrez plus me traiter de pervers narcissique maintenant, j'ai juste parfois des petits mouvements narcissiques. Il y a de la marge. Oui, bah alors ça reste insupportable de toute manière, psychote. Va pas chercher plus loin. Pour résumer, il semblerait que le pervers narcissique soit le degré supérieur du trouble narcissique, de la personnalité narcissique, qu'on a d'ailleurs étudié dans cette vidéo pour ceux qui l'ont raté. La perversion narcissique peut donc finalement s'entendre comme adjonction d'un fonctionnement pervers sur une personnalité narcissique. Quand on essaye de dresser le portrait d'un pervers narcissique, on trouve les traits de personnalité récurrents suivants. En public, il souhaite donner l'apparence d'une personne calme et parfaite. Il se pose souvent en juge et apparaît comme un donneur de leçons. Il affectionne la manipulation et son arme de prédilection reste la parole. Il peut apparaître charmant au premier abord, mais très vite, le ton va devenir monocorde et le discours assez condescendant. Il se sent supérieur aux autres. Et globalement, il ressort qu'il aime taper là où ça fait mal avec les mots. Et, très souvent, changer la situation en cours de route pour se transformer en une victime, pour se faire passer pour une victime. Pour la psychanalyste psychiatre Marie-France Irigoyen, qui a écrit plusieurs ouvrages dont Le harcèlement moral ou celui-ci, Le harcèlement moral dans la vie professionnelle, la violence du pervers narcissique repose surtout sur le triptyque séduction, emprise, manipulation. Voici une description qu'elle en donne. Des vampires qui ont besoin de regonfler leur estime d'eux-mêmes en vidant leurs victimes de leur substance. Pour la psychothérapeute Isabelle Nazaraga, les pervers narcissiques, qu'elle préfère d'ailleurs elle appeler les manipulateurs, se nourrissent des émotions de leurs victimes. Donc par exemple la peur, l'anxiété, la tristesse, la colère. Notons que le pervers narcissique n'a rien d'un pervers sexuel, comme j'ai pu l'entendre dans certaines vidéos récentes. C'est plutôt un pervers à mettre dans la catégorie, on va dire, des pervers moraux. C'est-à-dire qu'ils infligent de la souffrance psychique aux autres. Il n'y a donc pas de passage à l'acte sexuel. Ouais, d'accord, ok, je vois le genre. Je te laisse le dernier mot si ça te fait plaisir. De toute manière, tu as toujours raison, même quand tu as tort, et c'est tout le temps d'ailleurs. C'est à se demander si tu t'es déjà regardé dans une glace, comment tu oses croire que tu es désirable. Racamier disait en 1986 dans son ouvrage que l'objet, du point de vue du pervers narcissique, est un non-objet, un ustensile, un instrument. Pour le pervers narcissique, l'objet est globalement perçu comme une menace, car dans sa dimension libidinale, on peut dire que l'objet peut renvoyer à une preuve
d'incomplétude, et donc faire référence inconsciemment à la notion de castration. Et ça, le pervers narcissique, il n'est pas capable de l'accepter. Il peut pas le vivre. Ça créerait chez lui un effondrement narcissique. Donc pour pas que les autres soient des objets d'envie, le pervers narcissique va les déshumaniser. Il va détruire l'objet pour lui enlever tout ce qui est enviable. À travers les travaux de Bouchou, on peut donner plusieurs axes qui sont suivis par le pervers narcissique dans la relation. D'abord, il va utiliser la séduction et vous faire entendre ce que vous avez envie d'entendre. Il va gagner votre confiance et utiliser vos faiblesses, principalement votre manque de confiance en soi. Puis vont commencer les critiques de façon progressive, mettant la victime au défi de s'améliorer. Petit à petit, le système s'installe. Arrive la communication paradoxale par le détournement des paroles, en créant des phrases à plusieurs sens ou contradictoires. Je suis quelqu'un qui t'aime profondément, même lorsque j'ai l'air de ne pas t'aimer. Je dis la vérité même quand je mens. Tu n'es vraiment pas une personne assez autonome. Il va falloir que tu sois un peu plus attentive à ce que je te dis dans le futur. Arrive également le détournement des circonstances, en jouant sur les événements, en les remaniant, pour arriver à se victimiser, et donc à justifier ces passages à l'acte qui, eux, se font en privé la plupart du temps. Et oui, on notera que le pervers narcissique, il passe pour une personne plutôt sympathique, dans la sphère familiale, dans la sphère des amis, enfin bref. Il se donne tous les moyens d'être perçu comme quelqu'un de super sympathique. Pourra aussi se mettre en place un mécanisme d'isolement qui a pour but de faire couper à la victime ses liens qu'elle peut avoir avec le monde. Donc le pervers narcissique va critiquer les proches de la victime, la famille, les amis, etc. L'idée est de mettre de la distance avec eux, le pervers narcissique vous possédant alors davantage. Vient enfin la technique dite du collage, où le pervers narcissique fait tout pour rester en lien avec sa victime. Il fait tout pour qu'il reste le centre d'intérêt permanent de sa victime. Par exemple, il vous demande de l'appeler à chacune de vos pauses déjeuner, ou il vous demande, lorsque vous avez un trajet, de lui envoyer des photos de là où vous êtes en permanence pour lui montrer que vous êtes bien à l'endroit où vous dites. Enfin, tout est fait pour que vous pensiez à lui et que vous soyez en contact avec lui. Donc pour résumer, notre pervers narcissique, dans un premier temps, il va avoir une phase d'emprise. C'est-à-dire que pendant cette phase-là, il va inhiber la pensée de sa victime. Et dans un second temps, il va créer des sentiments, des pensées négatives, dévalorisants, douloureux chez sa victime. Il va la détruire petit à petit. Il s'ensuit que la victime n'arrivera plus à réfléchir de façon autonome. Elle sera perdue, il n'y a pas d'autre mot. Elle ne saura plus qui elle est, où elle est. Elle pourra même entrer dans une phase de dépression lourde qui conduit certaines victimes au suicide. Pour Isabelle Nazaraga, le pervers narcissique, donc le manipulateur dans ses écrits, recherche des victimes qui ont un trouble de l'estime de soi, qui ont une forte propension à la culpabilité, qui ont le syndrome du sauveur, c'est-à-dire qui veulent aider à tout prix les autres, ou encore qui souffrent de dépendance affective. Pour synthétiser l'ensemble des témoignages que j'ai reçus dans la préparation de cette vidéo, je dirais que c'est assez caricatural de vouloir croire que le pervers narcissique ne rechercherait que des personnes finalement fragiles ou masochiques. On peut être en effet un enfant et avoir un parent pervers narcissique. On peut se mettre en couple et ne découvrir la perversion de son conjoint qu'avec le temps. On peut se retrouver aussi avec un collègue ou un dirigeant pervers narcissique, on rentre dans l'entreprise, tout a l'air chouette comme ça, et puis finalement, ce pervers utilise son lien hiérarchique petit à petit pour vous mettre dans un système pervers narcissique, justement, dans lequel là, vous allez découvrir toute la richesse de la souffrance qu'il vous propose. Personnellement, je pense que les situations sont multiples, les personnalités qui s'associent avec un pervers narcissique sont multiples de fait. Mais il y a un point commun, c'est finalement la détresse et la souffrance psychique que occasionne un pervers narcissique chez ses victimes. Alors ensuite, certaines vont pouvoir sortir plus ou moins rapidement de cette relation toxique, et c'est là qu'il sera intéressant pour nous, dans d'autres vidéos, de réfléchir sur ce qui fait que certains ou certaines quittent une entreprise, sortent du couple plus rapidement que d'autres. T'as vraiment aucun talent. Personne ne t'aime, à part moi. Et franchement, parfois, je me demande pourquoi. Tu mérites de souffrir, tu me fais honte. Fuyez, partez, quittez, lâchez tout. Toute relation, tout lien que vous pouvez avoir avec un pervers narcissique, il faut se castrer de ça et partir. Certains diront même s'échapper. Alors ça paraît facile à dire comme ça, mais quand on est
entre les griffes d'un pervers narcissique et que ça fait un moment que ça dure, le travail de sape qu'il a mis en place a tellement détruit la confiance en soi, réduit à néant l'estime même de soi que peut avoir la victime pour elle-même, eh bien, quitter, partir, c'est extrêmement difficile pour certaines personnes. Elles n'ont plus une confiance en elles suffisante pour se projeter dans un ailleurs, dans un futur. Elles doutent de tout, elles doutent d'elles-mêmes. Pour imaginer un peu mieux la chose, il faut savoir que certaines victimes de pervers narcissiques présentent des symptômes équivalents au stress post-traumatique de certaines personnes ayant vécu, par exemple, une guerre ou subi un attentat. Pour celles et ceux qui arrivent à quitter un pervers narcissique, il y aura nécessairement une phase de reconstruction, plus ou moins longue selon les individus, une phase de doute. Il s'agira alors de réapprendre à prendre soin de soi, il s'agira alors de reprendre confiance en soi, de rebooster son estime de soi. C'est là qu'un travail, à mon sens, avec un psychologue clinicien pourra permettre de déjà identifier et de déconstruire tout ce que le pervers narcissique aura perverti de l'image que la victime peut avoir d'elle-même. Et c'est seulement après cette phase qu'il pourrait être utile, avec le psychologue clinicien, de réfléchir sur le début de la relation avec ce pervers narcissique. Qu'est-ce qui a attiré? Qu'est-ce qui a fait qu'on est resté dans la relation? Voilà, ça peut être intéressant de l'identifier, parce que peut-être qu'on sera amené à retrouver sur son chemin d'autres pervers narcissiques, et ce sera peut-être plus facile alors de les repérer et de les éviter. Pour Rakamier, l'origine de la perversion narcissique est à relier à deux choses, la mégalomanie infantile et la nécessité défensive. Alors le premier point, la mégalomanie infantile, c'est en lien avec la séduction narcissique présente dans la relation mère-enfant. C'est justement lorsque la séduction narcissique perdure, donc quand il y a difficulté à entrer dans la différenciation d'avec l'objet d'amour, la mère ou le père qui s'en occupe, enfin bon, le pôle maternant on va dire, que l'accès à l'objet se trouve impossible. On en avait parlé dans la vidéo sur le narcissisme. Quand l'enfant ne prend pas conscience de l'autre, ne fait pas de différence entre lui et sa mère, il y a symbiose, séduction narcissique permanente et donc incapacité d'intégrer un père symbolique, genre la loi, et il y a de plus un évitement de l'Oedipe qui s'opère, pas de place pour le fantasme, la relation mère-enfant prenant toute la place. Notons que cette absence de fantasme se retrouvera chez l'adulte, c'est-à-dire que ça explique pourquoi le pervers narcissique est dans le champ de l'agir, c'est-à-dire qu'il n'a pas accès au fantasme, il n'a pas de vie fantasmatique. Avec ce qui vient de se dire, il est possible que les psys ou que les étudiants en psycho pointent du doigt que ce processus finalement tend à amener aux psychoses, c'est-à-dire à l'indistinction entre soi et le reste du monde, aux angoisses de morcellement. Eh bien oui, il semblerait que le pervers narcissique lutte contre une possible psychose et que finalement, la perversion narcissique soit son meilleur niveau de fonctionnement en termes de protection psychique, on va dire. C'est-à-dire qu'autrement, il y aurait basculement dans la psychose. Rakamier nous dit que le pervers narcissique a été empêché de naître à son image. Il utilise alors l'autre comme un miroir dont il retire tous les bons aspects et vers lequel il projette ses mauvais penchants, espérant combler son vide et ainsi échapper à la psychose qui le guette en cas de régression profonde. La deuxième chose qui est aux origines de la perversion narcissique pour Rakamier, c'est la défense contre un conflit interne. Une défense qui fait que le conflit interne va être dénié, projeté sur l'autre, gardé à distance par les conduites perverses et notamment l'agir, le passage à l'acte, le verbal. Le narcissisme fait partie du développement psychique de tout individu, mais dans certains cas rares, précisons-le et insistons dessus, il peut y avoir un trouble du comportement lié au narcissisme justement et qui aboutit à ce qu'on appelle la perversion narcissique. De là à parler d'une classification, c'est quelque chose qui n'est pas acté dans la communauté psy. Beaucoup préféreront voir dans le pervers narcissique un trouble du comportement, un trouble comportemental, plutôt que de voir chez lui une nouvelle structure à part entière. L'association des mots pervers et narcissique ne va pas forcément de soi, parce que si on retourne dans les textes et qu'on s'intéresse déjà au mot perversion, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a un trouble du narcissisme qui est induit forcément, à la base, dans la perversion.
Si on suit la classification de Jean Bergeret, on retrouve les pervers au sein du tronc commun des états limites, donc entre les névroses et les psychoses. On en reparlera bientôt dans une autre vidéo. Soit donc des personnes qui luttent contre la dépression et l'angoisse de perte d'objets, dont le mode relationnel est dit anaclitique, c'est-à-dire qu'ils ont besoin d'un objet extérieur pour s'appuyer dessus, un objet qui les tient, une sorte de béquille on pourrait dire, et qui leur permet d'étayer leur narcissisme immature. Si on s'intéresse aux mécanismes de défense, selon le psychanalyste Bouchou, les mécanismes de défense pervers narcissiques sont des mécanismes inconscients qui permettent aux pervers narcissiques d'éviter la décompensation. Ne supportant aucun conflit interne, toute défaillance, toute faiblesse réelle ou vécue comme telle par le pervers narcissique est immédiatement projetée sur l'autre, et ce pervers narcissique n'aura de cesse que de se prouver que c'est l'autre le problème. On pourra dire alors que tous les mécanismes qui se jouent dans la perversion narcissique sont des mécanismes schizophréniques, à la différence que chez le schizophrène, les mécanismes se jouent à l'intérieur de lui-même, alors que là, ces mécanismes sont exportés à l'extérieur sur les autres. Les travaux de Bouchou en 2009 permettent de parler des mécanismes psychiques suivants. Le passage à l'acte, c'est-à-dire que le pervers narcissique fait porter sa rage à l'autre en utilisant le verbal. Le mécanisme de déni, car le pervers narcissique dénie la réalité de ses actes et sa responsabilité. Le mécanisme de clivage, c'est-à-dire qu'il peut coexister deux images en même temps dans l'esprit du pervers narcissique. En effet, il peut passer sa mauvaise pulsion à l'autre et conserver dans le même temps la partie saine de son moi en lui. Ensuite, il y a le mécanisme d'identification projective par lequel le pervers narcissique projette sur l'autre ses pulsions négatives en vous faisant culpabiliser. Pour comprendre le mécanisme d'identification projective, prenons l'exemple d'un couple. Donc vous êtes en couple avec un pervers narcissique, il a lui du désir pour une personne extérieure au couple, et bien immédiatement il va rentrer dans une rage folle en vous disant que c'est vous qui aviez du désir pour quelqu'un d'autre, que vous voulez le tromper. Donc avec ce système d'identification projective, vous allez recevoir en pleine figure un max d'accusations de la part du pervers narcissique. Alors c'est intéressant, parce que finalement, si vous avez compris que l'identification projective, c'est qu'il vous balance dessus ce que lui vit intérieurement, bah finalement, dans ses accusations, le pervers narcissique nous parle de lui. Il nous explique ce qui se joue chez lui. Concernant la thérapie et le pervers narcissique, c'est un doux rêve. Racamier considère, lui, dans ses travaux, que le travail thérapeutique n'est à faire qu'avec, finalement, les victimes. Parce que c'est le cadet de ses soucis pour le pervers narcissique d'aller faire une thérapie. Pour Racamier, la pensée perverse, presque totalement orientée vers l'agir, lui permet d'éviter la décompensation, la dépression. Donc si on amenait en thérapie un pervers narcissique, ça l'amènerait à réfléchir et quelque part à abaisser son niveau défensif. Et quand on sait qu'il a un verrouillage sur le verrouillage défensif, etc., c'est la dernière chose qu'il veut, lui, puisque ça le tient, son agir permanent pervers. Donc si vous le faites réfléchir, vous abaissez ses défenses et donc vous le faites sombrer dans la décompensation quelque part, c'est-à-dire dans la dépression narcissique. Et ça, c'est juste impossible pour lui. Maintenant que ça s'est dit, faut pas oublier que derrière un pervers narcissique, il se cache une personne malade, c'est-à-dire quelqu'un qui relève de la psychopathologie ici. Maintenant, sa maladie, elle est toxique pour d'autres personnes. C'est tout le paradoxe du pervers narcissique, et c'est ce qui fait qu'il est autant diabolisé au niveau sociétal. Et c'est quelqu'un à qui l'on prête des intentions conscientes de perversion, des intentions conscientes de destructivité. Mais non, quand on a compris comment était construit un pervers narcissique, c'est avant tout inconsciemment que ça se joue. C'est-à-dire que si c'est un destructeur, si c'est un prédateur, eh bien c'est inconsciemment qu'il l'est. Il est malade. Bah, bien sûr que ça n'enlève rien à la souffrance qu'il occasionne, ça n'enlève rien au malheur des victimes. Néanmoins, ça permet de comprendre que les victimes, elles sont victimes de quelqu'un de malade. Et ça peut les aider d'ailleurs, quand elles le savent, quand elles en prennent conscience, à se reconstruire dans un second temps. Je vous souhaite à tous d'éviter ces personnes-là, je vous souhaite à tous d'arriver à les détecter et d'avoir la force psychique, quand vous commencez à glisser et qu'ils commencent à vous culpabiliser, à vous manipuler, de sortir, de leur dire stop, je m'en vais, et de surtout le faire. Voilà, cette vidéo se termine, pas le sujet parce que je compte faire des vidéos complémentaires, on aura l'occasion d'y revenir assez prochainement. En attendant, je vous dis salut
Et prenez soin de vous les sapiens. Bye.